Bonsoir à tous, bonsoir Célia. Bonsoir Patrice. On est ravis de vous retrouver en direct pour cette nouvelle formule. On appelle ça Dream Team parce que team comme Talk, Info, Magazine, avec un sommaire extrêmement riche. Donc je ne veux pas perdre plus de temps. Vous allez nous expliquer tout ce qui nous attend dans cette émission. C'est ça, et on commence tout de suite par le sommaire. Le salon Eurosatori se déroule jusqu'au 17 juin au parc des expositions de Villepinte. Il est consacré à la défense et à la sécurité terrestre et aéroterrestre. En Ile-de-France, le secteur de la défense représente plus de 45 000 salariés. Le département des Yvelines est le premier d'Île-de-France en termes de salariés avec 25% des effectifs. Notre journaliste Nicolas Dandry s'est rendu sur place. Au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, les plus grandes stars de YouTube et de Twitch s'affronteront dans une compétition virtuelle de cyclisme samedi 18 juin. Présenté par Domingo, il a annoncé un format en duo parmi les têtes d'affiche McFly et Carlito, Zerator ou encore Gotaga. Et enfin, une grande première dans l'histoire du Rugby Club de Versailles. L'équipe senior accède à la Fédérale 2. On en parlera au cours de l'émission avec des membres du club. Eh bien, merci beaucoup, Célia. Et on va passer avec vous, Justine Brasier, les infos qu'il fallait retenir dans l'actualité du jour. Alors, dans l'actualité, dans les Yvelines, une semaine après les intempéries, l'état de catastrophe naturelle a été décrété pour 9 villes yvelinoises. Un arrêté publié au journal officiel du 12 juin. Il concerne des villes comme Rambouillet, Sonchamp ou encore Dampierre-en-Yvelines. Pour rappel, les 4 et 5 juin, orages et grêle avaient impacté les récoltes de plusieurs exploitations dans le sud du département. Et après les épreuves écrites de spécialité en mai dernier, les épreuves écrites d'enseignements généraux du baccalauréat ont débuté le 14 juin. Les résultats seront consultables en ligne mardi 5 juillet. Selon les chiffres de l'Académie de Versailles, près de 68 000 candidats ont passé le bac en 2021 dans l'Académie pour un taux de réussite de 93,1% en moyenne. Côté santé, ce mardi 14 juin, signé la journée mondiale des donneurs de sang. Objectif de cette journée, sensibiliser et rendre hommage à tous les donneurs. L'occasion de faire le point sur les réserves actuelles, des stocks en baisse. L'établissement français du sang appelle à la mobilisation. Un manque de 20 000 poches de sang pour répondre aux besoins des malades est constaté. En sport, la finale de la Coupe des Yvelines se jouera ce dimanche 19 juin. Le Voisin Football Club affrontera l'équipe de réserve de Trappes. La rencontre est prévue au stade de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Le vainqueur remportera donc la compétition. Coup d'envoi du match à 16h15. Et puis, attention à la chaleur, la France observe un épisode caniculaire précoce. Si pour l'heure les Yvelines ne figurent pas parmi les départements en vigilance, un pic de chaleur pourrait être atteint ce week-end dans le département selon des prévisions Météo France. Entre 36 et 39 degrés attendus donc dans les Yvelines ce samedi après-midi. N'oubliez pas de vous hydrater. Merci Justine. Et justement, nous sommes partis à la rencontre des Yvelinois pour leur demander s'ils souffraient de la chaleur et quels gestes à adopter. Regardez. On ferme les volets, on reste chez soi au maximum, à l'ombre, on boit beaucoup. Je joue avec les volets et les fenêtres et j'ai tenu à ne pas changer mes volets qui sont en bois de 22 mm d'épaisseur. C'est embêtant pour les personnes âgées. Mais sinon, on a la pastèque, on a le demi-melon, on a tout ce qu'il faut pour la canicule, il n'y a pas de souci. Ça changeait un peu, on commence un peu plus tôt et surtout on met plus la clim et tout ça. Il faut tenir la température ambiante entre 0 et 5 degrés. Moi j'apprécie énormément le soleil. Je suis né au soleil donc ça me plaît très bien. Bon ça va, en vrai, comme ça on bronze un peu, ça fait du bien en vrai. On s'est beaucoup plaint du froid, maintenant il fait beau alors on profite. Et justement, on va parler de cette vague de chaleur, de cette plume de chaleur, vous nous direz comment il faut dire, avec vous, Alain Mazot, vous êtes chercheur émérite au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, vous êtes climatologue donc. Alors peut-être que la première question d'abord, c'est d'où elle vient cette vague de chaleur. Comment on l'explique ? Comment on l'explique ? C'est de l'air très chaud qui vient en gros d'Afrique du Nord. Et il est remonté parce qu'au large de l'Espagne, il y a un anticyclone qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui nous réenvoie tout cet air chaud via l'Espagne et qui atteint la France. Et donc ça fait une sorte de plume. Mais c'est pour ça qu'on dit plume. Voilà. Oui, ça dépend si c'est stationnaire ou pas. Là, ça dure quelques jours. Mais donc, il y a beaucoup d'air très chaud qui remonte à cause de la configuration météorologique. D'une manière générale, c'est des choses qui
qui peuvent arriver, parce que les perturbations anticyclones, ça bouge tout le temps, mais là, c'est quand même très marqué, et ce genre d'événement est favorisé, et puis aussi, il est plus fort à cause du réchauffement climatique. Alors, on va revenir au réchauffement climatique, parce que c'est le fond des choses, mais on va atteindre 35, 37 degrés dans les jours qui viennent, probablement. Quand est-ce qu'on parle de canicule? C'est ça, la canicule? Alors, la canicule, on peut discuter la définition. En principe, c'est quand il fait, disons, pour Paris, plus de 20 degrés 3 nuits de suite. C'est ça, c'est la nuit, c'est ça. La température ne descend pas en dessous de 20 degrés pendant plusieurs jours de suite pendant la nuit. Et j'ai regardé un petit peu, apparemment la définition change un petit peu. Les villes du Sud, on considère que c'est peut-être 22 ou 23, voilà. Mais enfin, c'est ça, c'est quand la température nocturne ne descend pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fraîcheur. On a vu d'ailleurs des choses assez incroyables, je crois que c'est vers Montpellier, où alors tout d'un coup à 2h du matin, la température monte extrêmement, puis elle redescend. Oui, parce que Montpellier est plein dans l'axe. Là, aujourd'hui, j'ai regardé un peu les températures, il a quand même fait 37 à Toulouse, 34 à Lyon, 28 à Paris. Demain, 41 à Toulouse. Ça commence à être très chaud. Lyon 35, Paris 34. Samedi, sur les 3 villes, 38. Donc c'est des fortes températures. Ce sont des records pour la mi-juin, puisque on est en mi-juin. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. C'est en tout cas des températures très fortes, et si ce n'est pas les records, ça n'en est pas loin. Ce qui est vrai, c'est que c'est des phénomènes auxquels on commence à s'habituer. Enfin, il y en a déjà eu d'autres, et probablement, enfin, ça c'est à vous de le dire, mais il y en aura de plus en plus. Oui. Donc il y en a, si j'ose dire, toujours eu, parce que c'est lié à la configuration météo, mais il y en aura de plus en plus, d'abord parce que la saison chaude, la saison d'été, disons, s'agrandit. Il fait chaud plus tôt dans la saison et plus tard l'automne. Donc ce genre de vague de chaleur a plus de temps pour arriver. Donc ça, c'est une première raison. La vague de chaleur est amplifiée parce que finalement, à cause du réchauffement, l'air est aussi plus chaud. Et c'est des températures où si vous passez de 34 degrés à 36 degrés, ça se sent, voilà, ça joue. Et le troisième point, ça risque d'être plus fréquent, parce que globalement, le système climatique, disons tropical, celui de l'Afrique du Nord, avec le réchauffement, a tendance à s'étendre. Donc du coup, les masses d'air ont en quelque sorte moins de chemin à faire pour venir vers le sud de la France. Donc il faut s'attendre à d'autres vagues, et avec des températures qui sont encore plus fortes. Oui, parce que de toute façon, il y a le réchauffement, la tendance au réchauffement. Donc les records, que ce soit même le record absolu de 46 degrés, il sera abattu. 46 degrés, c'était quand? C'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. Il y a eu une canicule avec 46 degrés, je ne sais plus le nom de la ville. Non, d'accord. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France, Voilà. Donc c'est le record et c'est dangereux pour la France. Pardon, c'est dangereux pour la santé. Vous n'êtes pas médecin, mais... Non, mais de toute façon, ça, je veux dire, c'est quasiment le bon sens. C'est très difficile à supporter, surtout les personnes fragiles, les personnes qui vivent dans des logements qui sont mal isolés, mal climatisés. Voilà, tout ça. Donc, personnes qui peuvent vivre à l'extérieur. Donc oui, bien sûr, l'impact, il y a eu la canicule de 2003 quand même, donc l'impact sur la santé peut être, avec beaucoup de être très grave. Donc maintenant il y a plus de prévention, on explique davantage, je crois vraiment que les messages passent, mais le problème reste quand même, c'est quand même des événements importants. Alors, vous le disiez, si on s'évade un peu des circonstances actuelles. Bon, c'est un épisode du réchauffement climatique. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que plus personne ne remet en cause la réalité du réchauffement climatique, mais parfois on se demande, est-ce qu'on peut encore agir? Est-ce qu'il n'est pas encore trop tard? Il n'est jamais trop tard. De toute façon, c'est un peu comme si on arrive trop vite sur un virage en épingle à cheveux. Même si on freine tard, il n'est jamais trop tard pour freiner. Ce qui est grave, c'est pas freiner. Donc voilà, tout n'est pas perdu, on peut encore agir. Non, tout n'est pas perdu, mais en fait c'est une question de modération. On s'adaptera et on supportera mieux un réchauffement d'amplitude relativement limitée, disons 1 degré ou 2 degrés, ou même peut-être 2,5 degrés par rapport au pré-industriel, qu'un réchauffement qui peut atteindre 4 à 5 degrés, et c'est des températures au global sur toute la surface de la planète. Océan compris, qui réchauffe plutôt un peu moins. Il y a des phénomènes aussi nouveaux. Par exemple, on a entendu des feux de forêt maintenant en Île-de-France. Oui, parce que quand il fait chaud, ça crée plus d'évaporation. Donc c'est plus sec, donc c'est plus propice au feu.
Et c'est vrai vraiment dans le sud de la France, mais ça peut aussi arriver en Île-de-France. Parce que, voilà, une fois que c'est bien sec, il suffit d'un geste où, voilà, ça augmente les chances qu'il y ait un incendie qui démarre. Parce que c'est plus sec, parce qu'il y a eu plus d'évaporation, parce qu'il fait plus chaud. Non, juste une question peut-être pour conclure, mais est-ce que le chercheur que vous êtes optimiste sur le combat qu'on a à mener face à ce réchauffement, qui est quand même l'un des gros problèmes? Oui, il y a des choses, il y a des efforts de fait. La transition énergétique, il faut la faire. Le passage vers les voitures électriques, c'est quand même une bonne chose. Si vous faites que des petits trajets en ville ou autour de la ville, en région, et que vous pouvez relativement facilement brancher votre voiture, vraiment, je recommande. Donc, l'isolation des bâtiments, c'est quand même des programmes vraiment importants pour économiser l'énergie, donc émettre moins de gaz à effet de serre, parce que souvent, le chauffage, c'est le gaz, etc. Donc oui, il y a des choses de faites, mais pas assez, ça va pas assez vite par rapport, c'est un peu une course à l'échalote, et c'est ce qu'on... Voilà. Mais c'est évident qu'il faut continuer et amplifier l'effort. Il est possible que ce genre de vague de chaleur fasse une prise de conscience qui peut-être... Oui, on peut espérer, en tout cas, que ça serve à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose, mais souvent, les gens sont un peu fatalistes. Mais bon... on peut le voir comme ça quand même. Merci beaucoup. Merci Alain Mazot d'avoir été... Il reste avec nous. Oui, bien sûr, il reste avec nous parce qu'on va parler aussi d'environnement. On va s'intéresser maintenant à un projet de collégiens. Depuis 2 ans, des élèves du collège Pierre de Coubertin à Chevreuse travaillent sur l'influence de l'activité humaine sur l'environnement. Mathilde, bonsoir. Bonsoir Célia. Bonsoir Mathilde. Alors, vous allez nous expliquer en quoi consiste ce projet, c'est ça? Exactement Célia, son nom c'est Projet Erasmus+. Il a débuté dans le collège Pierre de Coubertin à Chevreuse il y a 2 ans maintenant. C'est un projet qui s'étend à l'échelle européenne avec en tout 5 partenaires, la Roumanie, le Portugal, la Croatie, la Guadeloupe et la France, sur un thème commun, l'impact de l'humain sur le climat. C'est un thème très actuel que nous avons à cœur d'aborder et on se doit aussi à l'éducation nationale d'éduquer au développement durable, de sensibiliser nos élèves et les amener aussi à prendre des initiatives à travers le groupe d'éco-délégués, mais aussi à travers des projets de classe, le projet d'établissement. Alors, chacun des pays a étudié un thème différent et préoccupant pour son territoire. Par exemple, la métropole française a travaillé sur la transition écologique, notamment sur le fait de consommer et cultiver responsable. Le Portugal et la Croatie, eux, ont travaillé sur le thème de l'eau. Puis les élèves et les enseignants sont partis rencontrer les partenaires. Regardez. Un bilan de ces 2 années au niveau des élèves, ça a été très riche en rencontres. Une prise de conscience, ça c'est vraiment quelque chose auquel je n'y pensais pas du tout. Le travail par projet, ça c'est fantastique aussi pour certains parce que voilà, ça les motive, ça leur donne envie. Nous sommes aussi allés à la rencontre de Laure et de Yann. Dans le cadre de ce projet, ils sont partis en Roumanie et en Croatie. Écoutez-les. Moi j'ai appris que déjà la montée des eaux n'était pas seulement due aux humains, mais aussi que la planète a des phases de réchauffement et elle a des périodes glaciaires et des périodes où elle se réchauffe. Avec une personne du PNR, il est venu, il nous a expliqué avec toutes les plantes, tous les bienfaits qu'elles font et tout. Du coup, il y en a qui ont été plantées du coup au potager. Et il nous a expliqué aussi des techniques dont la Hola, qui est un gros pot en terre qu'on vient mettre dans la terre et qu'on vient remplir d'eau, qui va arroser plus en profondeur la terre et qui fait des économies d'eau. Et le jour où nous les avons rencontrés, ils faisaient une fresque du climat. Alors qu'est-ce que c'est une fresque du climat? En fait, c'est un immense jeu de cartes. Ils ont créé un immense jeu de cartes avec des liens de cause à conséquence. J'ai travaillé plutôt sur les canicules, la sécheresse, etc. Et donc on relie, par exemple, on a le réchauffement de la Terre. Donc le réchauffement de la Terre, il va engranger des canicules, des sécheresses, et au final du manque de nourriture, donc des famines. Et puis ces famines, ça va entraîner des réfugiés climatiques et donc des conflits armés ensuite par la suite. Donc c'est vraiment une chose, ça engrange des conséquences, des centaines de conséquences. Et voilà, donc c'est très enrichissant de faire la fresque, ça nous apprend plein de choses.
Voilà, donc les 2 meilleures fresques seront ensuite affichées dans le hall du collège. Et donc ce projet Erasmus+ est amené à se renouveler dans ce collège à l'avenir. Merci beaucoup, Mathilde. Un mot quand même du climatologue, quand même. C'est bien ça. Oui, tout ça, c'est des très bonnes initiatives. C'est évidemment les jeunes qu'il faut cibler. Et ils sont très intéressés, très concernés en général. Pas plus tard qu'hier, on a eu des visites de lycéens de seconde. Et ben, vraiment, ils savent des choses et ils posent des questions, ils sont concernés. C'est évident que c'est la cible. Il faut pas non plus les assommer en quelque sorte. Mais je trouve que tout ça, c'est très bien. Le jeu du climat, il est très très bien. Voilà, donc en plus, l'aspect international, c'est bien. Oui, c'est bien qu'ils aillent en Roumanie, qu'ils aillent dans des pays, qu'ils aillent voir ailleurs. C'est formidable. À l'époque actuelle où ça. Oui. Voilà. Oui, on est tous dans le même bateau au moins, comme voilà. ça montre donc, ça. Donc vraiment, c'est très positif et c'est très utile parce que ils sont aux premières loges en quelque sorte. On voit que la sensibilisation elle commence vraiment dès le plus jeune âge. Et ils en ont conscience en général. Merci beaucoup, merci beaucoup Alain Mazot, merci beaucoup Mathilde. On va parler de sécurité de défense avec vous, Nicolas, maintenant. Oui, effectivement, je me suis rendu à Eurosatory. En fait, c'est le salon international de la sécurité et de la défense. Et alors, j'ai vu des militaires, j'ai vu des industriels de la défense, j'ai vu des startups, des PME. Direction donc le parc des expositions de Villepinte. Et ce qui est marquant, eh bien, c'est ce côté international en fait. Il y a des stands aux couleurs de différents pays. J'ai vu les Pays-Bas, j'ai vu la Chine. J'ai vu même l'Ukraine qui est mise à l'honneur au sein du salon. Et alors, Satori, hein. Et tout ça, alors à Villepinte, et alors Eurosatory, je vous expliquerai pourquoi après. Et le plus impressionnant, c'est le pavillon américain. Regardez ces images, il y avait des entreprises américaines venues présenter leurs innovations. L'armée américaine a exposé son matériel, hein. Vous voyez ce char, vous voyez cet hélicoptère américain, et il y avait même une tribune destinée aux speakers, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences organisées par les Américains au sein de ce salon. Et vous avez pu peut-être vous approcher des chars ou découvrir c'est ça, des nouvelles innovations peut-être. C'est ça, exactement. Je me suis rendu notamment sur le stand de Nexter. Nexter, c'est le groupe qui est implanté à Versailles, qui fabrique des blindés ou des canons. Vous voyez ces blindés, ce char Leclerc XLR, c'est le dernier char Leclerc. Vous voyez aussi ces canons, ces différents blindés. Je me suis aussi après rendu sur le site, le stand du ministère des Armées, et regardez, j'ai pu monter dans cet hélicoptère, l'hélicoptère des forces spéciales, le NH90. Je me suis allé jusqu'au cockpit, vous le voyez à l'image, et j'ai même pu voir ces cordages en fait utilisés par les soldats militaires qui descendent. On appelle ça l'aérocordage, c'est-à-dire que les militaires peuvent descendre au sol à partir de ces longues cordes. Vous avez passé une belle journée quand même. J'ai passé une très bonne journée. Alors Patrice, justement, regardez ce blindé. Je sais pas si vous en souvenez. Ah ben si, on est monté dessus. Et bien justement, on va voir. Ou dedans, je ne sais plus. On va voir quand est-ce qu'on est monté dessus. Regardez. Oui. Ah oui, c'était l'émission spéciale. Bonjour à tous, émission spéciale du 7-8 Éco, et nous sommes avec Patrice Carmouze. Bonjour. Bonjour Nicolas. D'abord, on est bien installé, non? Ah, on est très bien installé. Alors c'est le Griffon, c'est ça? C'est le Griffon, absolument. Voilà, vous s'en souvenez, il faisait beau ce jour-là. Oui, alors, on avait vu des matériels assez incroyables. Exactement, c'était à la STAT, c'est le service technique de l'armée de terre, et c'était plus précisément au sein de la cellule innovation, le Battle Lab Terre, qui est installé donc à Versailles, plateau de Satori. C'était une émission pour parler justement des innovations de la défense. Et alors, il faut savoir que le département des Yvelines est quand même bien représenté. Le secteur de la défense est bien représenté dans le département des Yvelines. C'est plus de 11 000 emplois dans le département. Ça représente 25% des effectifs du secteur d'activité en Île-de-France. C'est le premier département en Île-de-France dans le cadre de ce secteur, dans le secteur de la défense. C'est le 3e département au niveau de la France. Donc les Yvelines très engagés dans le secteur de la défense. Et dans les Yvelines, il y a plusieurs grands groupes qu'on connaît. Donc, je vous ai parlé de Nexter, mais il y a aussi Airbus Defence and Space à Elancourt. Il y a Ariane Space au Mureau. Nous avons aussi Thales à Elancourt. Et il y a aussi Safran à Manille-les-Hameaux. Et puis, je vous propose d'ailleurs de découvrir 2 innovations développées par 2 entreprises yvelinoises. Elles ont été présentées cette semaine au salon Eurosatory. Et la spécificité, c'est qu'elles sont adaptées au contexte actuel de la guerre en Ukraine. Regardez.
C'est le dernier véhicule blindé innovant du groupe Arcus. Le Sherpa A2M a été conçu au sein du bureau d'études implanté sur le plateau de Satori à Versailles. Un co-développement avec 2 autres entreprises, Thales et le groupe espagnol NTGS. On arrive à un véhicule qui est rapide, mobile, bien protégé, avec un système qui se déploie automatiquement à l'arrière du véhicule, donc sans intervention humaine. Le pointage se fait au nerf automatique également par le chef de bord à l'intérieur. L'idée de base du véhicule, c'est d'arriver rapidement sur une position proche de l'ennemi. On est sur une portée de 8 à 13 km, un peu plus si on n'a pas des munitions guidées laser, de tirer sur l'adversaire et en fait d'être parti avant même que l'adversaire commence à utiliser des moyens de contre-batterie, c'est-à-dire de détection du départ du tir. Leader européen des véhicules blindés, Arcus emploie 600 personnes dans le département des Yvelines. Du côté de Saint-Germain-en-Laye, l'entreprise X-Blue est spécialisée dans les technologies de pointe. Au début engagée dans le civil, elle a orienté son activité dans la défense navale puis terrestre. X-Blue développe notamment un gyroscope à fibre optique destiné aux blindés. S'agissant par exemple de la défense, on va avoir des applications qui sont de l'ordre de la navigation et du pointage. Donc la navigation, cela signifie concrètement qu'on va pouvoir obtenir la position en temps réel d'un véhicule sans avoir recours à des signaux extérieurs tels que le GPS ou Galileo pour l'Europe et autres. C'est tout l'avantage d'avoir une navigation inertielle, c'est qu'on va pouvoir se priver totalement de signal extérieur. Donc pour les forces, ça présente un avantage majeur, étant donné que, on le voit avec le contexte actuel, les menaces de brouillage et de l'orage de ces signaux extérieurs sont présents. Et pour avoir des conséquences dramatiques pour l'opération, dans le sens où un véhicule pourrait se retrouver perdu en plein milieu du champ de bataille. Dans les Yvelines, le secteur de la défense emploie plus de 11 000 personnes. C'est le premier département d'Île-de-France dans cette activité en termes d'emploi. Merci beaucoup Nicolas Dandry. On va ouvrir maintenant notre page culturelle. C'est ça, avec donc 2 invités pour 2 sujets différents. Alors on va vous dévoiler la saison culturelle 2022-2023 de Montigny-le-Bretonneux. Il y a des nouveautés apparemment du côté des formules d'abonnement. Et on parlera aussi d'un événement culturel qui a lieu au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les plus grandes stars du stream seront présentes. Mais avant cela, on va accueillir donc José Cachin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le maire adjoint à la culture de Montigny-le-Bretonneux. Alors la saison culturelle prochaine est déjà actée. Alors est-ce que en avant-première, vous pouvez nous donner un peu les temps forts de cette saison ? Il n'y a que des temps forts dans cette saison. J'imagine. Elle est actée, oui, elle est actée, elle est même dans les boîtes aux lettres. Donc les Inimontains ont eu l'occasion de la découvrir. Des temps forts, disons l'ouverture de saison déjà, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir une pièce de théâtre qui a été écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit, avec Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis. Donc gros temps fort. Gros succès. Gros temps fort. Je ne vais pas vous faire le descriptif de tous les spectacles qui passent, mais, des moments de nostalgie aussi. Enfin un peu de tout, du théâtre, de la musique, voilà. C'est un programme varié, théâtre, musique, danse. Comme on essaye de le faire systématiquement. Je vois Gauverser, je vois Manoukian et Elodie Frégé. Julien Clerc qui viendra nous rendre visite aussi avec sa tournée acoustique. Très belle programmation. Écoutez, merci. Merci à vous. C'est bien. C'est compliqué ou pas de programmer un théâtre comme Alors c'est compliqué. Si on se base sur les 2 années qui viennent de s'écouler, on peut dire que ça a été extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. L'année dernière, quand je dis l'année dernière, l'année qui s'achève là, on était essentiellement sur une programmation qui était faite de reports de l'année précédente, puisque bien évidemment les productions et les pièces de théâtre, les concerts n'ont pas pu se tenir comme ça devait l'être. Là, cette année, de toute façon, on sent une envie de revenir globale de redémarrage, mais avec des choses qui sont effectivement parfois compliquées en termes de programmation, notamment en termes de concerts, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup d'artistes qui souhaitent repartir, mais qui souhaitent repartir sur des grandes scènes. Ah oui. Sur des grandes scènes. Et nous, on est en capacité d'accueillir... C'est combien On est sur 2 salles. La salle Jacques Brel, 330 places. La ferme du Manet, jusqu'à 750 places. Assises, 1500 debout. Donc, on a la capacité de pouvoir accueillir. Et pour cette nouvelle saison, apparemment, il y a donc du changement au niveau abonnement. Il y a 3 formules d'abonnement, c'est ça, et 2 formules d'adhésion. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça va marcher ? Bien sûr. Bon, d'abord, c'est un engagement que nous avions pris en début de mandat et que nous souhaitons tenir. Donc, c'est une façon avant tout de remercier les gens qui nous sont fidèles depuis tant d'années, mais aussi d'aller chercher un public
qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on a effectivement une proposition autour de 3 formules d'abonnement, beaucoup passionnément à la folie. Donc les abonnements, écoutez, c'est les noms, c'est on n'allait pas y mettre un peu, vous voyez. Oui, un peu, c'est pas terrible. Voilà, Un peu, c'est pas et encore moins pas du tout. Voilà. Mais ceux-là, ils s'abonnent pas, donc. Voilà, où on est sur des abonnements donc pour beaucoup de 3 à 5 spectacles, passionnément de 6 à 8 et à la folie 9 et au-delà, et avec pour le premier la possibilité de bénéficier de 20% de réduction sur l'ensemble des achats, 30% sur le deuxième et 40% sur le troisième. On peut toujours éventuellement aller voir un spectacle au choix aussi, ça n'empêche pas. On conserve ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la tarification spectacle, voilà, et 2 formules d'adhésion. Alors 2 formules d'adhésion, une qui s'adresse aux 18-25 ans. Parce que les 18-25 ans, on a aussi envie qu'ils viennent nous rendre visite. Bien sûr, les plus jeunes, ouais. Et donc, les 18-25 ans, l'adhésion est simple. Il suffit d'acheter un coupon d'adhésion à 10 €, de choisir 3 spectacles au minimum, et chaque spectacle leur coûtera systématiquement 10 €. Quel que soit le type de spectacle d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'abonnements, on le voit dans les villes voisines, qui ciblent un petit peu les catégories de spectacles, etc., enfin qui orientent ce choix. Nous, c'est toute scène. Même les concerts. Tout spectacle, tout concert. Et deuxième formule d'adhésion, qui elle s'adresse aux familles de 4 ou plus. Pourquoi ? Parce que... quand vous devez venir avec... quand vous avez une famille un peu nombreuse, c'est cher. Donc là, c'est une possibilité pour eux où, pareil, on est sur un coupon d'adhésion à l'année de 10 € pour l'ensemble de la famille. Et après, tout ça permettra, pour chaque spectacle, de bénéficier d'une réduction de 30%. Bravo. Et puis, moi, j'ai le machin, ça s'appelle Parfum. Alors, Parfum de saison, c'est le programme, quoi. Hein, c'est le programme, et c'est un travail qu'on fait en partenariat avec notre Conservatoire des Arts, puisque ce sont des élèves du Conservatoire des Arts de Montigny qui sont chargés d'illustrer ce guide-là qu'on retrouve qui est très joli, en effet. Bravo. Écoutez. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Vous faites du vélo, non ? Moi ? Oui. Oh, pas le temps, je vais voir les spectacles, je peux pas tout faire. J'en fais un peu. On va parler d'un événement qui va se passer au Vélodrome samedi avec Bruce Goldstein. Vous êtes responsable de marketing et communication de Vélopolis, hein, c'est bien ça. Et c'est un événement qui a été créé par un YouTuber qui s'appelle Domingo. C'est la 4e édition, je crois, que ça s'appelle L'échappée. Alors, racontez-nous, quoi. Arrêtez de parler. Vous avez quasiment tout dit, Patrice. Félicitations. Donc, effectivement, on est ravis d'accueillir cette 4e édition de L'échappée au Vélodrome National. Donc, c'est assez exceptionnel puisque c'est une édition qui rassemble les meilleurs streamers et les plus célèbres youtubeurs de la place actuelle. Donc, très synthétiquement, c'est une compétition virtuelle de cyclisme. Donc, les streamers vont s'affronter sur un parcours virtuel de 30 km. Donc, et quand on dit virtuel, ça veut dire quoi ? Ils font semblant de pédaler ou... Alors justement, on est vraiment à cheval entre le e-sport, ce qu'on appelle le e-sport, et finalement le gaming, parce qu'on est sur un vélo, donc ce qu'on appelle nous la plateforme Zwift, et on pédale réellement. Donc on est vraiment entre deux, à mi-chemin entre le sport, le e-sport et le gaming. C'est aussi l'ADN du Vélodrome, c'est d'attirer tout type de spectacles culturels, spectacles vivants, spectacles sportifs, et de créer des connexions, des passerelles entre ces différents univers. C'est ce qu'on tente à travers cette première grande échéance. Et donc, si on va au Vélodrome, on voit quoi, en gros ? Alors on voit différentes choses, donc on va évidemment assister au baptême de cyclisme sur piste de ces streamers qui vont pour la première fois fouler le parquet de la piste, et puis dans un second temps le show qui va être retransmis en live sur un plateau Twitch, donc suivi par on attend des pics à 500 000 followers, donc c'est pas rien. Twitch, c'est la chaîne de Domingo, c'est ça ? Twitch, c'est une plateforme de streaming, voilà, quand même une sorte de réseau social des temps modernes, et Domingo, effectivement, non, mais c'est normal, c'est aussi très moderne. Et effectivement, on aura un live à travers ce show qui sera diffusé auprès des jeunes, des générations Y et Z. Voilà, comment vous avez fait pour attirer Domingo ici au Vélodrome ? Vélodrome National et sa notoriété, le territoire de Saint-Quentin en Yvelines aussi, voilà, ça reste assez connu, terre de sport, terre d'innovation, donc on rejoint l'ADN du territoire, et puis aujourd'hui le Vélodrome, on a aussi l'ambition de diversifier ses activités, donc sport, spectacle vivant comme je l'ai dit, et puis aujourd'hui gaming, enfin demain gaming et e-sport, on continue sur cette voie. Au niveau des têtes d'affiche, est-ce que vous pouvez
nous dire? Il y a McFly et Carlito, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en citer un peu plus? J'ai envoyé des SMS à Carlito, il m'a pas répondu. Donc, t'es un lâcheur, Carlito, c'est tout. Il prépare la compétition de samedi, c'est pour ça il vous répondra après. C'est pour ça qu'il s'entraîne. Exactement, c'est pour ça. Donc les meilleurs youtubeurs, tout le monde les connaît maintenant. Et puis c'est encore une fois, je le souligne, c'est assez exceptionnel de les avoir au Vélodrome National samedi. Donc on attend beaucoup de choses de ce show. Et c'est une première... On va dire que c'est la première version événementielle de ce concept de l'échappée au Vélodrome National, encore une fois. Donc, c'est bien ça. On en est fiers. C'est un bel événement. Ça rejoint la programmation de prestige de José. Oui, absolument. C'est vrai. Très, très content. Non, ça fait voilà. Mondine, il faut attendre un peu la saison prochaine. Ça commence à partir de septembre, la programmation. À partir de septembre, mais par contre, la vente de la billetterie est à partir de lundi. À 18h. Alors, c'est simple. Alors, samedi, tous au Vélodrome, et lundi, tous à la billetterie. Tous devant l'ordinateur. Voilà. On a résumé la chose. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir, c'est à vous. Et maintenant, Mathilde nous a rejoint. Enfin, elle a toujours été avec nous, c'est ça, toujours là. Mathilde, est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer les 5 infos du jour? Alors oui, ce qu'il faut retenir de l'actualité dans les Yvelines, Célia, c'est une semaine après les intempéries, l'état de catastrophe naturelle a été décrété pour 9 villes yvelinoises. Un arrêté publié au journal officiel du 12 juin. Il concerne des villes comme Rambouillet, Sonchamp ou encore Dampierre en Yvelines. Pour rappel, les 4 et 5 juin, orages et grêles avaient impacté les récoltes de plusieurs exploitations dans le sud du département. Après les épreuves écrites de spécialité en mai dernier, les épreuves écrites d'enseignements généraux du baccalauréat ont débuté le 14 juin. Les résultats seront consultables en ligne mardi 5 juillet. Selon les chiffres de l'Académie de Versailles, près de 68 000 candidats ont passé le bac en 2021 dans l'Académie pour un taux de réussite de 93,1% en moyenne. Côté santé, ce mardi 14 juin signait la journée mondiale des donneurs de sang. Objectif de cette journée, sensibiliser et rendre hommage à tous les donneurs. L'occasion de faire le point sur les réserves actuelles. Des stocks en baisse, l'établissement français du sang appelle à la mobilisation. Un manque 20 000 poches de sang pour répondre aux besoins des malades est constaté. En sport, la finale de la Coupe des Yvelines se jouera ce dimanche 19 juin. Le Voisin Football Club affrontera l'équipe réserve de Trappes. La rencontre est prévue au stade de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Le vainqueur remportera la compétition. Coup d'envoi du match à 16h15. Et puis attention à la chaleur. La France observe un épisode caniculaire précoce. Si pour l'heure les Yvelines ne figurent pas parmi les départements en vigilance, un pic de chaleur pourrait être atteint ce week-end selon des prévisions Météo France. Entre 36 et 39 degrés attendus dans les Yvelines ce samedi après-midi. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Merci beaucoup, Mathilde. José et Bruce, vous restez quelques moments avec nous parce qu'on va parler de musique. Ça vous va? Parce que c'est la fête de la musique mardi. Et Beat Chanté, alors il va tout vous dire ce qu'il ne faut pas manquer dans le département. Hein. Bonjour Patrice, bonjour Célia, bonjour tout le monde. Exactement, comme vous l'avez dit Patrice, la fête de la musique c'est le 21 juin prochain, mardi. Devinez combien de villes jouent le jeu des festivités cette année? Dans le département? Dans le département des Yvelines. 43. Plus, un petit indice, c'est lié au département justement. C'est exactement là, 78 communes. C'est incroyable. Organisent leur propre fête de la musique. On commence à Houille par l'une des têtes d'affiche. Du coup, la Dame Blanche vous donne un rendez-vous au parc Charles de Gaulle pour un concert gratuit à 21h. Un concert exotique sur des tonalités afro-cubaines. Je vous propose de découvrir un petit aperçu. Maintenant, direction Guyancourt et la batterie, car ce n'est pas 1, pas 2, pas 3, mais 5 scènes qui seront mises en place pour toute la soirée, déployées pour laisser carte blanche à plein d'artistes. C'est l'occasion de découvrir plein de groupes que vous ne connaissiez pas ou peu. Je pense à Ice Cream, Razor, Funky Monkeys, Take a Break. Peu importe le style que vous préférez, Patrice, Célia, vous trouverez chaussures à votre pied à la batterie de Guyancourt. Si vous faites penser qu'on n'a pas les mêmes goûts. On ne sait pas justement, mais il suffit de se balader, vous écoutez les sonorités. Il y a de tout, franchement, il y a vraiment de tout de musique, concert, orchestre, rap, soul, hip-hop. Célia, un petit extrait, est-ce qu'il y a un style que vous voulez écouter? Du rap, allez. Un peu de rap, ouais. On écoute le groupe Caléon.
C'est Caléon, papy, enlève ton sonotone. C'est Caléon, petit, v'là la nouvelle donne. C'est Caléon, frangine, tu sais que ça va d'école. C'est Caléon, c'est Caléon. Et maintenant, parce que aussi ça fait toujours du bien de réécouter les grands classiques, on part à Versailles avec un concert devant le château dès 19h30 des Atomic Frogs, un groupe de reprises de pop, rock et soul. Que du plaisir. J'ai écouté par exemple la reprise de Purple Rain de Prince de 1984, un classique intemporel, et il accompagne après pendant tout le concert d'autres classiques de la musique. Et après, si vous voulez cibler des artistes plus précis, à Verneuil-sur-Seine par exemple, il y a Rocketman, Elton John qui sera honoré. Et à Bois d'Arcy, c'est les tubes du groupe suédois qu'on ne présente plus, ABBA. Et pour terminer plus largement... Ils sont pas là, ABBA, non ABBA, ils sont pas là, malheureusement, c'est des groupes de reprises, encore une fois, comme je disais. Et pour terminer plus largement, je voulais vraiment insister sur un point, la beauté de la fête de la musique, finalement, c'est vraiment le temps d'un soir de mettre des artistes locaux, des jeunes, des passionnés sous le feu des projecteurs, finalement, de les considérer presque comme des stars mondiales. On vous demande pas de jouer les fanatiques, de remonter sur la scène, de crier, de hurler, non plus, de demander des autographes sur toutes les parties de votre corps, mais jouer le jeu de l'événement. 78 communes participantes, ça laisse l'embarras du choix. D'autant plus que pour certaines communes, c'est des vraies traditions. On pense à Versailles, à Rambouillet, où les rues du centre sont toujours inondées de monde. Mais aussi d'autres qui font leur premier pas. À Trappes, par exemple, c'est la première édition cette année de la fête de la musique. Il ne l'avait jamais fait, donc voilà, pour la première fois. Donc une chose à dire, soyez au rendez-vous. Bah, c'est bien. Merci beaucoup. Vous connaissez la phrase de Jack Lang quand il a lancé la fête de la musique. Il a dit: je voudrais que chaque Français sorte dans la rue avec son instrument dans la main. Bah voilà, c'est à Rambouillet, on le voit pas mal. À Rambouillet, on le voit pas mal quand on montre les rues. Quand on voit dans les rues, il y a énormément de groupes qui jouent. Merci Patrice de nous avoir permis de rester sur le plateau, mais je me permets de compléter votre information. Oui, allez-y, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. À Montigny-le-Bretonneux, devant le Forum des Arts Charles Aznavour, qui a été récemment inauguré, nous avons Tram des Balkans qui vient. Ah, c'est bien. Voilà, Tram des Balkans avec une superbe soirée et des groupes de studio du Forum des Arts qui joueront en première partie. Très bien. Voilà, j'en profite pour... Sur le site de la chaîne, on va mettre comme ça beaucoup d'infos sur la fête de la musique. Ce nouveau forum, comme vous disiez, et de se retrouver autour de ce beau bâtiment. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et merci beaucoup, Vicente. Alors maintenant, si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue à vous. Bienvenue, on a parlé donc. Vous avez tort parce que vous avez manqué pas mal de choses, mais ça sera rediffusé. C'est ça. Alors on a parlé culture, on a parlé environnement, et on va entamer maintenant une page sport. Donc on annoncera aussi une nouvelle émission sur TV78, et aussi on parlera on parlera d'une découverte ou une redécouverte d'un établissement phare, un peu culte. C'est ça, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc on va débuter du coup cette fin d'émission avec vous, Michael Midoro. Avec Michael. Bonsoir. Une magnifique veste. Merci beaucoup. J'ai mis du temps à la choisir ce matin. Oui, c'est vrai. C'est bien. Et vous avez beaucoup d'invités, 3 invités, mais 2 sports différents. 2 sports différents. On va commencer peut-être par le VTT. C'est ça, c'est dans le programme de l'émission. Ok, super. Alors, on va parler de la revancharde qui s'est déroulée le week-end dernier sur la colline d'Elancourt, un site de 231 mètres d'altitude et qui a été choisi pour être le futur site du VTT pendant les Jeux Olympiques de 2024, les JO de 2024. Et avec vous, du coup, Thierry Fabre, vous êtes l'organisateur, vous êtes également président du VCE Sky Team Vousser. Alors, est-ce que ça s'est bien passé, tout simplement ? Oui, très bien. La dernière édition avant le début des travaux, 181 partants. Bonne ambiance dans l'amitié, dans l'esprit sportif de la combativité et l'entraide. Et puis surtout, comme c'est une course au profit des orphelins et des sapeurs-pompiers de France, on a pu reverser 1 000 € à nos orphelins. Parce que moi, je suis sapeur-pompier professionnel dans le département. Donc voilà. Donc ça fait 28 ans, c'est ça, que la course a été créée. Pourquoi ça s'appelle la revancharde ? Parce que c'était la colline de la revanche. Ah, d'accord. En fait, de monter à chaque fois dessus par une montée mythique, c'était une revancharde. C'était un symbole, trouver un nom par rapport à la colline de la revanche, qui maintenant est la colline d'Elancourt. D'accord. Voilà. Ah oui, on disait colline de la revanche. Voilà. C'est bon à savoir ça. Et puis, notre fierté que nous ayons, c'est qu'on a fait du VTT depuis 1998, la première édition. Et puis, beaucoup de courses, 28 revanchardes, un championnat d'Europe, 2 championnats d'Europe des uniformes, un championnat national FSGT, on a fait énormément de courses. Et puis, cette petite idée de course et d'engouement,
je pense que ça fait connaître le site pour les Jeux Olympiques. Et est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant un rendez-vous incontournable, cette revancharde? Oui, elle est attendue. On n'a fait aucune pub, en faisant aucune pub, 180 personnes. Et vous-même, vous êtes en tenue de vélo, vous l'avez fait ou pas? Non, je dirige, parce qu'on ne peut pas être chef d'orchestre, on ne peut pas tenir la baguette et puis appuyer sur le pédale. J'ai déjà vu Thierry Favre sur le jour d'organisation, je peux vous dire, il est en haut, en bas, je ne sais même pas comment il fait, des fois je suis en haut, 2 minutes après il est en bas. Enfin, c'est plus fatigant que d'être à vélo, quoi. Je délègue. Alors cette compétition, vous l'avez dit, c'est la dernière avant les Jeux Olympiques de 2024, mais la dernière sur le site, on est d'accord. La dernière sur le site. On s'oriente vers... Après vous revenez, on est d'accord. Oui, la revancharde, je suis en train de travailler sur un projet en forêt de Rambouillet, sur Saint-Léger-en-Yvelines. Oui, sur Saint-Léger. Voilà, donc un beau parcours, avec l'autorisation. Oui, il faut perdurer cette course. Pour ce qui aura lieu avant, pour 23, pour 2023, c'est ça? Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer ce long de revancharde, continuer notre histoire et surtout continuer à aider les orphelins des sapeurs-pompiers de France. Bien sûr. Voilà. Et après les JO, vous reviendrez à Elancourt? Oui, c'est ça. Voilà, c'est notre terre, sur un site tout neuf. Sur un site tout neuf. Oui, parce qu'il y a des travaux. Ben, on ne pourra pas y retourner après 2025, parce qu'après les Jeux, il y a l'héritage, les constructions pour l'héritage, on ne pourra pas faire nos courses. Pardon, excusez-moi, c'est quoi l'héritage? C'est des travaux sur la colline pour rendre la colline des travaux. Ah d'accord. Oui. Okay. Donc pour les bénéfices, oui, voilà, tout à fait. D'accord. Et vous avez également travaillé sur le dossier du VTT sur cette colline de la Revanche à Elancourt? Alors il y a quelques temps, on nous a demandé de proposer nos circuits à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Saint-Quentin-en-Yvelines donc a travaillé également avec une partie du CIO. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le parcours pédestre avec le panneautage qu'il y a sur la colline, c'est à 70% le circuit de la Revancharde. Pour nous, c'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Ah oui, c'est bien. Et on peut le dire, vous êtes expert des lieux, on peut le dire, il n'y a pas mieux que vous sur cette colline de la Revanche. Oui, en toute humilité, il n'y a que nous qui s'occupons du site, on dépollue, on façonne le circuit, mais il faut dire que Saint-Quentin-en-Yvelines aussi nous aide énormément avec la ville d'Elancourt, parce qu'ils mettent à notre disposition des moyens de forestage, des tracteurs, etc. Et puis c'était dur. Et cette année, ça a été très dur parce qu'on n'a pas fait la revancharde depuis 2 ans. Et la végétation a énormément poussé. Il a fallu Pour mes bénévoles, on a passé 12 journées complètes pour rendre le circuit viable. Est-ce que parmi les sportifs que vous connaissez, enfin qui sont ou soit dans votre vélo club, il y aura beaucoup de bénévoles pour les JO? Oui, j'en ai quelques-uns qui ont postulé. D'ailleurs, pour la revancharde, j'avais 15 bénévoles de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont postulé pour être bénévoles au JO, que j'ai noté avec une appréciation sur 3 critères. Et puis comme ça, ils auront une chance d'être choisis. Oui, je les ai un petit peu aidés quand même. J'ai dit apte aux compétitions VTT et merci pour le soutien des orphelins. J'espère que ce petit plus, c'est un petit plus. Oui, parce que c'est une très belle œuvre, l'œuvre des orphelins des pompiers. Dernière question peut-être par rapport au JO. Le site fait 231 mètres de haut, je le disais précédemment. Est-ce qu'il sera à la hauteur de l'événement planétaire, à votre avis? Bah oui, incontestablement, oui, mais c'est sûr que les Jeux Olympiques. Pour l'instant, on a un un petit peu de mal à l'imaginer, mais ça va être prêt, tout sera prêt dans 2 ans. Tout sera prêt, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va être un super parcours. Bon, moi, j'ai déjà vu les vues sur les parcours. Mais vous voulez pas nous teaser un petit peu? Si je vous dis le mot extraordinaire, ça vous suffira. Ah oui, à ce point-là. Vous mettez la barre haut. Non, mais extraordinaire. Et vous connaissez ceux qui étaient avant. Déjà, on connaît, nous, les compétiteurs. Oui. On connaît la qualité du circuit qu'il va y avoir. On connaît le lieu. Et surtout, l'engouement autour des Jeux Olympiques. Bien sûr. C'est comme j'explique souvent à mes partenaires, aux bénévoles, aux jeunes de chez moi, et même à mes pistards, je dis les Jeux Olympiques, en France, ça sera peut-être une fois tous les 100 ans, et à Saint-Quentin, ça sera peut-être plus jamais. Ah oui, ça, il faut y aller. Si on peut y aller à Scully, il faut y aller. L'événement, c'est ce que je dis à mes pistards qui ont des chances d'aller aux Jeux Olympiques. Parce que est-ce qu'on a des chances justement de médailles en VTT au JO?
Je pense que oui. Oui. Après, on ne sait jamais. Au dernier JO, c'est un peu compliqué. Le sport, comme on est bon, quoi. C'est possible. Le sport, l'incertitude, une science exacte. L'incertitude du sport, on sait ce que c'est, bien sûr. Il y a toujours la glorieuse incertitude du sport, comme on dit. Parce qu'on peut dire que nous, au VC Sky Team Bousser, les Jeux Olympiques, on va les voir de près, même les championnats du monde sur piste, parce que j'ai des pistards de l'équipe de France. J'ai déjà un médaillé olympique en équipe de France de vitesse, Florian Grambeau. Clara Copponi qui a de grandes chances d'aller aux Jeux. Quentin Lafargue aussi, il y a des chances. Timmy Gillon. Et en paralympique, on a Quentin Caléron qui va faire les Jeux Olympiques avec un non-voyant, avec Raphaël. Et on a notre petite jeune, 19 ans, Jeanne Le Pêcheur, qui se lance dans l'aventure des JOP. Il faut qu'elle soit sélectionnée, mais elle a eu un bon résultat. Elle vient de finir 3e au championnat de France de chrono et en ligne, en vélo couché, en handisport, sur route. Voilà, on va suivre ça de toute façon. Évidemment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous nous tenez au courant pour le rendez-vous de l'année prochaine pour la revancharde. Oui, il n'y a pas de souci. Il va parler de garder secret quand même. On continue avec le rugby. On parle rugby maintenant, peut-être. C'est ça, le rugby, avec deux personnalités du club de Versailles qui nous ont rejoints sur ce plateau. Soyez polis parce qu'ils sont costauds. Ouais, je vois ça. J'aimerais pas me faire plaquer, ça c'est sûr. Alors, vous allez monter du coup l'année prochaine en Fédéral 2. Racontez-nous, Tiffen. Alors c'est Tiffen Charol, Tiffen Charol, voilà, c'est ça. Il est quoi? Vous êtes le manager. Exactement. Donc moi je suis le manager et entraîneur de l'équipe première du RCV et du coup Firmin qui est capitaine de l'équipe. Exactement. Notre fer de lance, voilà. Tous les week-ends. Qu'est-ce que vous jouez quel poste? Troisième ligne. D'accord. Donc elle a raison, il faut faire gaffe. Alors vous êtes qualifié, c'est ça, pour la Fédérale 2. C'est une grande première pour l'histoire du RCV, du RC Versailles. Vous avez battu 31-21 à Vincennes dimanche dernier. Après avoir perdu le match aller, mais à la différence de points, vous êtes devant. Vous allez donc passer en Fédéral 2 pour la première fois de l'histoire du club. Qu'est-ce que ça vous fait, tout simplement, Tiffen? Écoutez, moi j'avais à cœur de poursuivre justement tout ce qui a été fait dans les années antérieures, puisque c'est un club quand même centenaire. Et aujourd'hui, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, puisque le club n'est jamais monté en Fédéral 2. Donc si vous voulez, c'est une immense satisfaction, c'est c'est plein de bonheur, c'est plein de choses, c'est tout le club qui s'est levé, les petits, c'est une joie collective, quoi. Voilà, exactement. C'est une victoire collective, quoi. C'est ça, c'est un travail vraiment de plusieurs années. Ça fait 4-5 ans que la nouvelle direction essaye d'impulser quelque chose de fort. Et au travers de nous, on essaye de réaliser les objectifs. Donc forcément, on est tous très contents et puis on est tous heureux de ces résultats. Mais il y a du boulot maintenant. C'est vrai que je parle sous le compteur de Michael, mais Versailles, ça devient une ville de sport incroyable. Entre vous et le football qui est international. Écoutez, nous, l'objectif, il est aussi clair, c'est que on veut s'installer comme le plus gros club du département en termes de rugby. Donc Parce que pour l'instant, Plaisir était devant, c'est un petit peu la rivalité, Patrice. Plaisir était en Fédéral 2. Vous étiez en Fédéral 3, donc là vous montez en Fédéral 2, donc là il va y avoir match, si je peux dire. Oui, même en honneur, il y a 4 ans, donc, si vous voulez, le club a bien grandi. C'est une progression constante depuis ces 4 années, puisqu'il y avait quand même 2 divisions d'écart. Et donc aujourd'hui, l'ambition claire, c'est de devenir le club phare du département, du 78. Et aujourd'hui, on a une direction qui met les moyens en œuvre pour pouvoir justement l'être, et le but exactement, c'est de faire venir justement des gens de l'extérieur et que les gens aient envie et plaisir de venir nous rejoindre dans cette aventure. Ça veut dire recrutement, ça veut dire tout, bénévole, on en parlait tout à l'heure, comme avec le vélo, ça veut dire des joueurs, ça veut dire des enfants, ça veut dire des jeunes, U16, U18, continuer à travailler sur la performance, sur les bons résultats. Et c'est vrai que cette année, c'est une année particulière parce qu'on a eu plein de gros résultats
sur toutes les catégories, voilà, que ça soit sur le DR, les U16, les U18, voilà, et les seniors. Il y a de la relève, exactement. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Pour vous donner un petit peu les mots-clés, l'école de rugby a été championne du tournoi de Trignac. Les U16 sont restés et sont maintenus dans la division nationale, qui est la plus haute division amateur, puisque les autres divisions sont accessibles que pour les clubs professionnels. On a nos U18 qui ont fait quart de finale et qui ont perdu d'un seul poids dans une fin de match un peu cauchemardesque contre le club de Nîmes. Ils perdent d'1 point et ils finissent champions. Donc on pouvait penser un petit peu dans nos rêves que à la finalité, nos juniors pouvaient finir champions. Voilà, pouvaient finir champions. Et puis on a notre équipe 3 senior qui est championne d'Île-de-France. Voilà, nos seniors 2 qui ont été qualifiés premier de poule et qualifiés pour les... donc c'est tout le club, quoi. Tout le club qui s'est levé, voilà. Donc tous les voyants sont au vert. Et c'est la fête pour tout le monde, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une grosse communion, une grosse réunion pour les matchs à Porchefontaine. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de monde autour du terrain à chaque fois à Porchefontaine, et notamment sur ces matchs à enjeu, ces derniers matchs de la saison, où vous étiez dans cette course à la Fédérale 2. Oui. Alors, on peut dire qu'il n'y avait pas qu'un 16e homme ou un 23e ou un 25e. On avait, je crois qu'il y avait toute une ville. Ça compte, ça, le public. Clairement, moi j'ai rejoint l'aventure, le projet, il y a 1 an et demi. L'année dernière, c'était coupé par le Covid. Mais dès le départ, ça a été la Fédérale 2 l'objectif. Alors d'ailleurs, on nous a proposé la Fédérale 2, mais on a dit non pour pouvoir monter sur le terrain. Et ça, clairement, on ne regrette pas, parce que les moments qu'on a vécu ces dernières semaines, c'était extraordinaire. La communion qu'il y avait avec le public, le nombre de personnes qu'il y avait, puis on parlait de l'école de rugby, et c'est vrai que week-end après week-end, tous ces petits jeunes, on les voit sur le côté, donc ouais, c'est super. Vous avez été surpris par l'ambiance ou pas au RCV? L'ambiance autour du terrain. Clairement oui, c'est surtout que c'est un club de ville, et souvent au rugby, c'est souvent les clubs de village qui... dans les grandes villes, on ne retrouve pas forcément très souvent ça, et du coup, j'ai vraiment été surpris. Et agréablement surpris, bien sûr. Oui, il y avait des fumigènes, des chants. Il y a les ultra versaillais, Patrice. Les ultra versaillais qui sont bouillants, vraiment. C'est fou. C'est bien. Dimanche, on finit les matchs, on est encore KO des 80 minutes. Et puis là, les fumigènes, on respire plein de nez. Des gens qui demandent des selfies, des enfants qui courent partout à gauche, à droite pour nous solliciter. Et puis le public, c'est vraiment important. C'est ce qui vous aussi motive. C'est vraiment le monde d'Amérique. C'est le 16e homme, comme vous disiez. C'est ça, c'est que dans le sport, un peu aussi où il y a du combat, etc., où c'est un peu dur, où il y a de l'affrontement comme ça, c'est vrai que le soutien du public il est hyper important. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu un petit prémisse quand on est monté d'honneur à Fédéral 3. On avait déjà senti qu'il y avait un collectif ultra versaillais derrière et qui poussait. On avait déjà fait un petit reportage dessus, et ça pousse très bien. Et voilà, et il faut les suivre parce que je pense que ils ont pas fini et ils vont encore nous suivre l'année prochaine toute la saison, et on va essayer de faire encore mieux. Petite question, comment vous l'avez fêté ce titre du coup avec les supporters, mais entre vous l'avez fêté comment On va pas le dire. Voilà. C'est confidentiel. On va pas raconter les 3e mi-temps parce que sinon. On a fait très Firmin, il était dans un drôle d'état. La fête a duré plus d'une soirée. Voilà, on dira que ça. Et c'est quoi la suite du coup? Donc la Fédérale 2, est-ce que vous voulez vous maintenir en Fédérale 2 l'année prochaine? Est-ce que vous pouvez encore monter? Quels sont les objectifs? Alors voilà, l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être le club phare du 78. Donc forcément, finir devant plaisir. On va essayer en tout cas de bien figurer. Le but, c'est de monter avec des ambitions. Voilà, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la direction souhaite pas monter pour monter, mais en tout cas bien s'y installer. Pas faire forcément. Faut y aller trop vite. C'est pas aller trop vite, donc c'est-à-dire qu'on va pas faire les premiers plans, mais en tout cas on veut jouer le milieu de tableau. Mais il y a de l'ambition. Voilà, avec de l'ambition, exactement. Et après voir s'il y a plus. Donc ça veut dire forcément étoffer le staff, étoffer au niveau des joueurs, et forcément mettre les moyens pour pouvoir recruter. Ouais, tout à fait. Firmin, vous êtes heureux de cette montée et de jouer l'année prochaine en... Pleinement heureux. Est-ce que vous allez rester à Versailles? Ouf. Tout le monde attend cette réponse. Ah oui, tout le monde attend. Ton département, la réponse est oui, je vais rester à Versailles. Ah, voilà. C'est bien, j'ai pas eu mon entretien individuel encore avec Firmin, mais c'est très bien. Voilà. Moi, c'est fait en direct. C'est super. Et vous allez continuer à miser sur ce côté familial, j'imagine, ce côté joueur du cru, ou pas? Je pense sincèrement qu'il y a encore la place en Fédéral 2 pour pouvoir avoir le double parcours, c'est-à-dire un parcours un petit peu rugbystique, mais avec de belles ambitions, avec des vraies exigences,
et aussi avoir l'esprit famille, l'esprit convivialité. Et nous, c'est quelque chose au RCV qu'on veut maintenir. Parce que c'est notre ADN, quoi. C'est notre ADN, voilà, c'est des valeurs qu'on dégage. Donc ça, il y a pas de discussion là-dessus. Et clairement, on fera tout pour justement jumeler les deux. Eh ben on vous dit merde, non, c'est ça? Je crois qu'on dit ça, ouais. C'est ça, je crois qu'on dit ça, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci aussi. Merci Thierry. Alors, on va rester dans le sport. On va continuer la page sport puisque le collège Albert... Bon, on n'arrête plus. Puisque le collège Alberto Giacometti de Montigny-le-Bretonneux va ouvrir à la rentrée 2022 une nouvelle section sportive. Alors, quel sport à votre avis? Je le sais, donc c'est du cricket. Non. J'aurais bien aimé que ce soit du cricket, mais personne ne joue au cricket. Non, ce sera du baseball. À toi, Patrice, si vous êtes très intéressé par il faut être anglais. Non, pas forcément. Il y a une équipe de cricket à Thoiry et je crois qu'ils sont jumelés avec Croissy également. Donc, mais non, mais je dis ça parce qu'on n'est pas loin du cricket, mais c'est la version américaine. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc ce sera du baseball. Désolé, messieurs. Donc à raison de 4 heures par semaine avec un emploi du temps aménagé. Regardez ce reportage. Dotés d'un casque, d'un gant et d'une batte, ils sont 14 à s'entraîner à cette nouvelle discipline sportive, le baseball. Moi j'avais déjà commencé à mettre en place du baseball, moi l'activité me plaît beaucoup et les élèves je voyais que ils adhéraient pas mal donc je trouvais que c'était plutôt intéressant. Puis on bénéficie d'installations de très bonne qualité qui fait partie des meilleurs stades de France de baseball. Le collège va ouvrir à la rentrée 2022 une nouvelle section sportive. Les collégiens auront ainsi 4 heures de baseball par semaine en plus de l'AS le mercredi après-midi. Leur emploi du temps sera alors aménagé pour qu'ils puissent suivre les entraînements. Et pour conclure cette année, ils affrontaient les Cougars de Montigny. C'était mon père qui faisait du baseball et avant je faisais du foot. Donc il m'a dit si tu veux tu peux faire du baseball pour essayer, si t'aimes bien tu continues. Mais vu que j'adore maintenant, je continue. On va dire que c'est un sport qui change, c'est hors du commun, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses à réfléchir, c'est un sport autant individuel que collectif. Donc je pense que c'est ça qui attire les jeunes. Cette nouvelle section sportive est ouverte aux enfants allant de la 6e à la 3e, tout niveau confondu. Alors sur TV78, on essaye de diversifier notre offre de programmes. Alors on lance de nouvelles émissions. Est-ce que vous parlez un petit peu anglais, Patrice? Je parle fluently. Ah, super. Eh bien, TV78 va proposer une nouvelle émission, 1, 2, 3. Alors, désolé pour mon anglais aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7, 8. Voilà. Et on peut peut-être déjà regarder un extrait. Ah oui, on va voir que ça ressemble. I was gonna ask all of you if you have a favorite French or American expression because Joe has a very funny blog about the hierarchy of compliments in France. Should I say mine? Yeah, please do. Mine is that, which is, I always found this surprising. Maybe a lot of expats experience this as well. But France is a very perfectionist society. And so the hierarchy of compliments, as it has in my blog thing, the very, very top of the top that you can possibly get from a French person or your boss or whoever is rien à dire. Rien à dire. Which means like I have nothing to say. It means I have nothing. Did you see that blank expression on my face? Yeah, I never heard it. Well, you haven't gotten there yet. Alors celle qui parle très fluently, c'est Alexandrine Viguier, puisque c'est vous qui présentez cette émission. Vous êtes bilingue, faut dire ça. Alors racontez-nous, c'est quoi cette émission 1, 2, 3? 1, 2, 3, c'est un talk show 100% en anglais qui permet en fait aux Américains, aux Anglais ou même n'importe quelle personne qui parle couramment anglais dans les Yvelines à faire une expérience sur un plateau, à monter sur un plateau et en fait exprimer ou partager leurs opinions sur certains sujets, alors non seulement politiques mais culturels, sociaux, contemporains. Et en fait, ça les permet de pouvoir parler dans une langue ils sont confortables. C'est ça, dans leur
Propre langue. Oui. Alors, propre langue. Et là, vous aviez 3 invités alors, qui étaient. Vous pouvez nous les situer à peu près? Oui, bien sûr. Alors, il y avait. En fait, j'essaie de trouver des personnes avec un profil différent, mais aussi avec des points communs. Donc, par exemple, là, on avait 3 nationalités, mais ils ont tous vécu en Amérique à un moment. Il y avait Joe Starts, c'est un écrivain américain. Tony De Souza, qui est freelance, qui est anglais. Et Paula, qui fait des guides touristiques pour les expats dans les Yvelines, qui est portugaise. D'accord. Ah, qui est portugaise d'origine. Oui, qui est portugaise. D'accord. Et c'était l'écrivain qui disait qu'on est un pays très, très porté sur la mode, hein, c'est ça? Exactement. Alors, c'est passionnant parce que c'est vrai que si vous êtes anglais, vous pouvez regarder cette émission, mais si vous voulez progresser un petit peu en anglais, c'est pas mal aussi d'essayer de comprendre, hein, c'est vrai, c'est bien. Peut-être que on essaiera de la sous-titrer un jour, je ne sais pas, ce serait pas mal aussi, parce que j'ai regardé une fois. Alors, il y avait des thèmes dans cette émission? Oui, bien sûr. Du coup, on a pu aborder sur beaucoup plus de sujets, grâce à des profils un peu différents. Donc, on a fait la France, la politique française en comparaison à la politique américaine et anglaise, les mentalités différentes des 3 pays. Notamment, on a un peu parlé aussi du Covid, où on est maintenant, comment ils se sentent par rapport à ça. Et à la fin... c'est bien de laisser un peu un sujet léger. Donc c'est bientôt la fête de la musique. Et donc du coup, on a discuté de jazz parce qu'ils sont passionnés de ça. Et... Ouais. Eh ben, bravo en tout cas, parce que d'abord, c'est vrai que... On ne pourrait peut-être pas le faire, nous, présenter l'émission en anglais ici, Michael. Ça serait un peu compliqué à mon avis. Oui, j'ai le prénom, on peut éventuellement le alors, il y en a un dans cette rédaction qui pourrait présenter l'émission en belge. Ah oui, en belge, tout à fait. Oui. C'est Patrick Jacques Je crois qu'il arrive dans quelques instants. Je pense qu'il va arriver. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Célia, Alexandrine, Mickaël, bonjour. Alors Patrick, vous allez nous parler... Exactement. Oui, toujours. Merci au réalisateur, Lucas, merci. Vous allez nous parler d'une institution, Patrick, de 50... C'est un incontournable. Si vous êtes Saint-Quentinois, vous ne pouvez pas passer à côté du bistrot du théâtre, qu'on appelle aussi... BDT. Le BDT, exactement, Mickaël. Donc c'est vraiment peut-être un peu trop cet établissement. C'est pas le bureau, peut-être. Je croyais que c'était le bureau du travail, moi. Non, c'est pour ça que j'y allais jamais. Le bistrot du théâtre, Patrice. C'est pour ça que vous disiez toujours je vais au BDT. Il va bosser. Donc comme selon l'indique, elle est juste en face du théâtre. Hein. Voilà. Et donc c'est dans cette brasserie au décor traditionnel, avec sa carte à tendance bistrotière classique, que les patrons Gilles et Franck, cet indissociable binôme, on peut le dire, les tic et tac de la place Pompidou. Il y a un barbu, hein? Il y a un barbu avec une chemise noire normalement, et mais je sais pas si on va le voir là sur les images. D'accord, on peut le décrire comme ça. Il est toujours avec une chemise noire et des bretelles rouges. D'accord. C'est un peu sa marque de fabrique, quoi. Une barbe, une chemise noire. Notre ardisson local, Patrice. Voilà. C'est lequel, lui? Alors lui, c'est Gilles. C'est Gilles. Voilà, c'est Gilles. Et donc Franck, son associé. Et donc ils peuvent vous accueillir en salle ou en terrasse. En ce moment, il fait très chaud. Alors justement, Michael, Célia, Patrice, plutôt en salle. Est-ce que vous avez une idée de la capacité d'accueil en salle, par exemple? En salle 45 je dirais, allez, je veux dire 60. 78. 50. Un petit peu plus, Patrice, que 78. On en rajoute deux. 80. Parfait. Voilà. Maintenant, quand on compte les chiffres, la terrasse, on va dire, voilà, elle est très grande, mais parfois il peut, si jamais vraiment elle est blindée, il peut encore remettre des places. Mais en moyenne, combien de places, Mickaël? Beaucoup. Là, on le voit sur les images. Je sais pas, parce que des fois j'ai connu des soirées de Coupe du Monde où il devait y avoir au moins 200 personnes, mais je sais pas si je suis dans la. Alors la terrasse, quand je dis la terrasse, elle peut comporter énormément de monde, mais là c'est 110 places assises pour manger ou boire. Voilà, 110 places, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut le dire. Alors nos deux amis, combien de salariés ont-ils? Ils sont 2, c'est pour ça qu'on attend. Voilà. Est-ce qu'ils emploient entre les serveurs et les gens qui cuisinent? Oui, il y a bien. 7, 10, dizaine. Un peu plus? Vingtaine? 15. Quinzaine. Et alors, ma dernière question, c'est quelle est la moyenne du nombre de repas servis tous les midis? Il faut savoir que c'est un peu attendez, vous avez dit 80 plus 110, machin... 100
En fait, en moyenne. Du 150, allez. Ouais, c'est ça, 130, 150. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui, ça. Tous les midis. Ça tourne. Mais ça attire énormément d'entreprises aux alentours. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'habitués là-bas. Les étudiants. Dont je ne fais pas partie. Non. Vous êtes totalement neutre. Alors, du côté bar, vous y trouverez un fameux panel de bières au fût que le patron s'amuse à changer régulièrement pour nous faire partager et découvrir sa passion de ces breuvages houblonnés, s'il vous plaît. Vous y dégusterez entre autres un produit 100% local, puisque l'une d'elles, quelques-unes de ces binous, comme on dit chez nous en Belgique, on dit des binous, viennent en direct de la brasserie O'Clock de Bois d'Arcy, donc c'est juste à côté. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, Oui, et Franck aime beaucoup cette brasserie. Je crois qu'il essaye même de faire une bière au nom du BDT, mais le O'Clock, je crois qu'il essaye de s'arranger. Enfin, la dernière fois que je vous ai vu là-bas, vous étiez en train de boire un cocktail, me semble-t-il. Ah ouais, tout à fait, Patrice. Je veux pas. Patrice, dénoncer, mais bon. Non, un cocktail très surprenant, Patrice, effectivement. En fait, ce cocktail s'appelle le Zizi Coin-Coin. Il faut le trouver. Alors, c'est un alcool c'est un cocktail que j'avais goûté en Belgique, qui est très très local, donc j'étais très très étonné de trouver ce cocktail. Oui, c'est belge. Oui, c'est belge. C'est en Wallonie. Ah oui, exactement, à côté de Liège. Okay. C'est vraiment... même en Belgique, tout le monde ne connaît pas le Zizi Coin-Coin. Et j'ai trouvé son Zizi Coin-Coin là. Et alors, ce Zizi Coin-Coin, c'est pas très malin comme nom, j'ai fait des recherches. Alors, le Zizi Coin-Coin, vous savez-vous pourquoi c'est le Zizi Coin-Coin? Eh ben non, vous allez me le dire, Patrick. Est-ce qu'il y a un rapport avec les canards? Il n'y a absolument aucun rapport avec les canards, Michael, malheureusement pour vous. Alors, ça s'appelle le Zizi Coin-Coin pour le zeste de citron, d'où le Zizi. Zeste de citron. Okay. Un zeste de citron. Voilà. Et le coin-coin, il vient de la liqueur d'orange qu'on appelle le cointreau. Tout à fait. Le citron cointreau. Ils ne sont pas allés chercher très très loin. Quand même. Mais bon, voilà, sans en abuser. Non, Michael, elle est mal placée. Sans en abuser, en tous les cas, c'est un petit cocktail rafraîchissant. Avec des glaçons, c'est très rafraîchissant. On ne fait pas que boire quand même au café des. Absolument pas, Patrice. On y trouve aussi un restaurant qui est très bien noté, et cet établissement est justement classé pour son excellent rapport qualité-prix. On y trouve une bonne cuisine de brasserie, c'est de la brasserie, on est dedans, avec une carte assez diversifiée et son traditionnel plat du jour qui suit la saisonnalité des fruits et des légumes. Franck, qui tient. C'est très bien ça. Voilà. À noter que les tartares sont coupés au couteau, s'il vous plaît, c'est pas toujours le cas. Souvent on trouve les tartares hachés en fait, et là ils sont coupés au couteau, et on y trouve même un tartare taille, Michael. Tartare taille. Tartare taille. Vous avez déjà goûté, pardon? Non, je n'ai jamais goûté le tartare taille, mais j'espère. C'est bien peut-être, non? Moi non plus, j'ai jamais goûté. Mais il faut les goûter. La recette reste secrète. Il n'a pas voulu me donner la recette, mais voilà. Mais c'est assez relevé. C'est assez relevé. Tartare taille, oui. Sous la forme, ça ressemble à un vrai tartare, mais voilà. Avec des herbes. Une petite sauce, voilà. C'est bien. Voilà. Et pour conclure, tout simplement, donc on peut dire que c'est une ambiance sympa et détendue. On peut y trouver des soirées à thème, des soirées concerts et même des soirées avec des diffusions d'événements sportifs, Michael. La Coupe du Monde, j'ai un peu teasé un peu. Comme disait Célia, c'est vrai que c'est un monument un peu... C'est un incontournable. Il a été ouvert quand, vous savez ça? Il a été ouvert, si, tout à fait, en 1988, si j'ai bon souvenir, je l'avais noté. Mais c'est vieux que ça. Moi, je pensais que ça datait des années 1500, mais non. Non. On rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup, Célia. Et juste l'abus d'alcool. Et alors donc c'est ouvert du lundi au samedi et fermé le dimanche. Et si vraiment vous voulez pas vous déplacer, je vous invite à aller voir leur compte Facebook et Instagram. Ils sont plutôt sympas. Il y a des petites private jokes, on dit. Des tips. Voilà, donc voilà, c'est sympa. Voilà. C'est le futur animateur de 1, 2, 3. Attention Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Patrice. Merci Célia. Michael. Merci beaucoup Alexandrine. Merci beaucoup Célia. Merci Patrice. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 7-8 nouvelle formule. C'est ça. Merci.